Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce mardi matin, nous sommes avec notre invité, puisqu'il est un petit peu plus de 8h30, notre invité Paul Molac, député de la 4e circonscription du Morbihan, qui est venu jusqu'à nous dans les studios de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour Paul Molac. Bonjour. Alors, j'accueille ce matin un député en colère. Oui. Très en colère. Oui, parce que les intrigues du ministre de l'Éducation nationale font qu'au dernier moment, il y a eu un recours qui a été fait au Conseil constitutionnel, et je pense que le ministre s'est arrangé avec certains membres du Conseil constitutionnel dont on connaît l'opposition à nos langues. Et ce recours, en fait, amène à déclarer la méthode dite par immersion, utilisée depuis 50 ans en France par les écoles associatives, eh bien à dire qu'elle est contraire à la Constitution, donc à l'interdire. Alors là, on est interloqué parce que, encore si le Conseil avait dit que c'était interdit dans le service public, bon, ça aurait pu passer, mais là, il a dit service public et associé. Donc ça veut dire que toutes les écoles en contrat d'association ou en contrat simple, eh bien, sont évidemment menacées, et on ne voit pas comment le pouvoir exécutif, à un moment donné, et certains sont tellement contre nos langues qu'ils vont instrumentaliser cette question et qu'ils vont évidemment demander aux écoles associatives de changer leur méthode pédagogique. Et d'ailleurs, Blanquer ne s'en est même pas caché dans l'interview qu'il a eue avec Ouest France en essayant de déminer, puisqu'il a dit qu'il allait y avoir des évolutions. Je ne vois pas quelle évolution il pourrait y avoir, sinon de leur demander de changer leur méthode pédagogique, ce qu'ils ne veulent évidemment pas faire. On est quand même dans un pays curieux, très curieux, que le Conseil constitutionnel déclare une méthode pédagogique contre la Constitution. Là, on est dans l'ordre du pathologique, pour le coup. Parce que comment peut-on décider, quand on est juriste ou quand on est politique, que finalement, c'est une méthode pédagogique est à bannir. Enfin, je veux dire, surtout que c'est une méthode pédagogique qui a fait ses preuves. Je vous dis, elle est en place depuis 50 ans. Les enfants qui sont dans ce type d'école, non seulement ont évidemment de très bons résultats dans les langues régionales, mais ils ont aussi de très bons résultats en français supérieurs à la moyenne de leur département, et donc un très bon résultat aussi en langue étrangère. Donc, on marche sur la tête, véritablement. Qu'est-ce qui fait peur, Paul Molac ? Je vous avais sans doute posé la question quand vous apprêtiez à proposer justement cette loi qui a été votée. Alors je le rappelle aussi pour les auditeurs, loi sur les langues régionales, sur l'enseignement, donc qui a été votée par les députés le 8 avril dernier. Moment historique de courte durée, vous l'avez rappelé, puisqu'il y a eu alors je ne sais pas comment on peut dire, ce blocage de 60 députés de la majorité qui ont saisi le Conseil constitutionnel avec cet attendu du Conseil constitutionnel rendu vendredi dernier. Alors finalement, cet attendu justement, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il bloque dans cette loi que vous avez pu faire passer ? Alors, les députés ont été instrumentalisés, on leur a dit que c'était contre le forfait scolaire, tout en sachant bien que le Conseil constitutionnel peut se saisir de tous les articles. Et en fait, l'article sur le forfait scolaire a été déclaré constitutionnel. Et évidemment, l'idée, c'était derrière d'attaquer évidemment l'immersion linguistique, ce fameux bien sûr. enseignement par immersion. Et oui, bien sûr, c'était ça. Et donc cette instrumentalisation-là, elle était... donc en fait, les députés, effectivement, ont été trompés. Parce que sinon, à l'Assemblée nationale, l'article sur l'immersion, il est passé à une très large majorité. Parce que l'immersion ne fait plus peur aujourd'hui. Justement, j'allais vous demander, Paul Molac, qu'est-ce qui fait peur dans les langues régionales ? Alors, on va pas plaider un peu pour notre chapelle, le breton évidemment, le gallo, on ne va pas l'oublier. Qu'est-ce qui fait peur à la République ? Je crois que ça ne fait pas peur à la République, ça fait peur à certains, ce que j'appelle des républicanistes. C'est-à-dire que ces gens-là ne supportent pas que l'on puisse être autre chose que français. Non seulement on est citoyen français, reconnu par le droit et avec des droits politiques, mais il faut aussi qu'on soit culturellement uniquement français, qu'on ne parle qu'une seule langue, la langue française, et qu'on soit, si vous voulez, de culture, ce qu'ils imaginent eux être la culture française. Mais je suis désolé,
la Bretagne fait partie de la France, donc la culture bretonne est une culture française. Ça nous ramène un petit peu à l'autre siècle où on accrochait le sabot autour de petits bretons qui osaient parler breton dans la cour de récréation. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ils ne supportent pas la diversité. On n'a pas le droit d'être autre chose que français. C'est quelque chose d'assez... la diversité leur fait horreur. Et pourtant, aujourd'hui, la Bretagne est une terre de diversité, de par sa langue, de par sa culture, de par son accueil aussi aux autres cultures. On pourrait imaginer finalement que c'est un combat d'arrière-garde. Ah, pour moi, c'est complètement un combat d'arrière-garde. En plus, la Bretagne, elle est, je dirais, dès le départ, elle est déjà bilingue entre le breton et le gallo. Trilingue aujourd'hui avec le français. Donc nous, on n'a pas de problème avec la diversité. Et quand on voit par exemple l'évolution de la musique bretonne qui intègre différentes influences qui viennent entre le jazz mais aussi les musiques ethniques, etc. Donc on voit bien que finalement la fermeture, les gens qui sont repliés sur eux-mêmes, sur une idée de la République qui est complètement, j'allais dire, stérilisatrice, c'est bien en fait le modèle bonapartiste qu'on a, qui est défendu par Blanquer. Aujourd'hui, donc la loi a été promulguée dimanche, donc ça a été assez rapide. Bon, étant donné aussi la saisie du Conseil constitutionnel très tardive par ses 60 députés, aujourd'hui vous n'avez plus de marge de manœuvre finalement, Paul Molac. Alors il y a toujours une marge de manœuvre, parce que le dernier mot il est toujours au peuple. Donc c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est pas à lui de dire ce que veut le peuple. Or, le peuple, par l'intermédiaire de ses députés, il a clairement dit que la méthode par immersion, elle était tout à fait valable. Donc, vu que la loi est promulguée, on n'a pas la possibilité, malheureusement, de faire revoter sur l'article. Parce que c'est une procédure qui aurait pu être envisagée. Donc on ne l'a plus. Donc je ne vois guère de solution que, effectivement, de compléter l'article 2 de la Constitution, en mettant une mention sur les langues régionales et en disant qu'on permet leur enseignement et leur usage. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Alors évidemment, il faudra convaincre, mais si on veut une société qui soit une société un peu ouverte sur la propre diversité française, parce qu'il s'agit bien de ça, il ne s'agit pas d'autre chose. Certains m'ont dit, oui, mais les langues étrangères. Je suis désolé, la loi s'appuyait sur un article de la Constitution qui dit « les langues régionales font partie du patrimoine de la France ». Donc, il s'agit bien des langues françaises. Je dis bien des langues françaises, car il y en a beaucoup. Si on prend le cas du gallo, d'ailleurs, le gallo était parlé avant le français, ici en Haute-Bretagne. Bien sûr. Et on peut dire d'ailleurs que le français n'est arrivé majoritairement en Haute-Bretagne et en Basse-Bretagne qu'au XIXe siècle, et voire au début du XXe. Voilà, j'ai fait un peu de chauvinisme, j'ai parlé du gallo, mais j'aurais pu dire la même chose du breton, des langues de Bretagne finalement. Bien sûr. Qu'en est-il justement, Paul Molac? Je crois que vous avez eu des contacts avec vos homologues dans d'autres régions qui, elles aussi, ont des langues régionales beaucoup parlées et qui font partie de la culture. Je pense à l'Occitanie, entre autres. Comment les gens accueillent là-bas ce blocage finalement de cette loi? Et c'est-à-dire que là, on a touché le symbole des écoles associatives. Et ça, c'est très grave parce que ça met évidemment beaucoup de colère. Et cette colère, on va la voir également. Moi, j'ai eu des Basques au téléphone, j'ai eu des Occitans au téléphone. Et donc, ils sont très, très remontés. Et on a, si vous voulez, une journée de manifestation intense qui sera le 29 mai, samedi prochain, et vous allez avoir des manifestations dans toute la France. En Alsace, dans le Nord, en Bretagne, en Occitanie, au Pays Basque. Et les Basques sont très très remontés parce que non seulement eux, il y a les écoles associatives, mais ils avaient aussi beaucoup d'expérience dans le public sur l'immersion qui donnait d'excellents résultats. Par exemple, il y a 19 écoles au Pays Basque qui fonctionnaient en immersion. Et ils ont évidemment fait des évaluations. Et au CP, donc 100% de Basques en maternelle ont fait des évaluations en CP. Et de quoi s'aperçoit-on en CP? Que les enfants ont du mal à parler français? Non.
ils ont des résultats meilleurs que ceux qui sont en monolingue. Donc on voit bien que le bilinguisme, par si vous voulez, les connexions qu'il y a dans le cerveau, en fait, favorise l'apprentissage des langues. C'est finalement un bénéfice pour la langue française. Comment se fait-il que, par exemple, le ministre de l'Éducation, alors il n'est pas là pour se défendre évidemment, mais comment se fait-il que, voilà, il n'y a pas, justement du côté de l'Éducation nationale, une évaluation aussi à ce niveau-là, en disant finalement si c'est bénéfique pour la langue française, pourquoi embêter les langues régionales? Alors, cette évaluation-là, elle est faite par le rectorat de Nouvelle-Aquitaine et l'inspection académique des Pyrénées-Atlantiques. Hein. Donc, c'est une évaluation qui est éducation nationale. Mmh. Mais le problème n'est pas un problème pédagogique ou un problème d'apprentissage. C'est un problème politique. Pour M. Blanquer, on ne peut pas faire d'immersion parce qu'il n'est pas question que l'on puisse être aussi à l'aise dans une langue régionale qu'en français. Mmh. C'est ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on veut continuer cette politique d'éradication des langues. Alors moi qui ne parle pas breton, qui parle gallo un petit peu, je suis surpris quand même que on bloque à ce niveau-là, on bloque, comme vous le dites, Paul Molac, d'un point de vue politique, de qui plus est, à un moment stratégique, si j'ose dire. On est dans ce cycle des élections régionales, départementales et très bientôt de la présidentielle l'année prochaine. Est-ce que c'est pas quelque part se tirer un peu une balle dans le pied? Ah, très certainement. Très certainement, mais je crois que là, l'idéologie est supérieure à la réalité. C'est-à-dire que pour eux, il y a un État, un peuple, une langue. Et c'est dans cet ordre-là. C'est l'État qui fait le peuple et qui décide de quelle langue on doit parler. Donc c'est si vous voulez, on est dans l'ordre du bonapartisme et dans une vision qui a une forme dictatoriale. Et ça, il faut bien le comprendre. Et malheureusement, on sait d'où ça vient, effectivement. Hein, ça vient de la période napoléonienne, hein, en gros. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'interrogation là-dessus. Mais c'est quelque chose qui a amené chez nous énormément de souffrance. Parce que moi, quand la loi est passée, il y a des gens qui m'ont écrit. Et on dit, vous nous redonnez de la dignité. C'était historique, hein. On a prononcé le mot. Je me rappelle de la une de nos confrères du Télégramme. Une loi historique. Tout à fait. Et une loi historique qui aurait pu être quelque chose de très positif s'il n'y avait pas eu cette décision du Conseil constitutionnel qui, en fait, remet en cause les écoles associatives, et même, quelque part, c'est leur arrêt de mort. Hein. Alors, c'est ce que j'allais dire, parce que mise en péril de l'enseignement, de la transmission, aussi, hein, on bloque la transmission des langues de Bretagne que sont le gallo, le breton. J'aurais dû peut-être mettre le breton avant, il est peut-être un peu plus parlé que le gallo, mais voilà. Allez, on va pas faire de concurrence entre les deux langues. Mais ça remet évidemment en question les écoles d'Iwan. Complètement, ça les remet totalement en question. Et il faut quand même avoir des données objectives. Les langues régionales n'ont jamais menacé le français. Jamais. D'ailleurs, on voit bien ce qui s'est passé. C'est que de plus en plus de locuteurs ont abandonné leur langue régionale pour parler uniquement et seulement français. Donc c'est une réussite dans ce domaine-là. Et ce n'est pas ce que nous contestons, parce que nous, on est très contents qu'il y ait une langue commune. Ce que nous contestons, c'est qu'on dise qu'il ne faut que cette langue-là. Et ça, on n'est pas d'accord. Finalement, chacun est libre de parler la langue qu'il souhaite. Le breton et le français, ou le gallo et le français, ou le breton, le gallo, le français. Alors, c'est pas vrai en France, hein. Mais c'est pas vrai en France, voilà. C'est pas vrai en France. Et évidemment, vous pouvez faire une politique qui consiste à ce que les gens ne la parlent plus. Et évidemment, en limitant les possibilités à l'école, forcément, vous réussissez finalement à ce que les langues ne se transmettent plus et ne se parlent plus. Pourquoi les parents n'ont-ils pas transmis ces langues-là à leurs enfants ? Tout simplement parce qu'ils en ont souffert à l'école. Parce qu'on les traitait mal quand ils parlaient ces langues-là, il faut quand même le dire. Donc cette honte-là, il y a encore pas mal de gens qui l'ont profondément en eux et qui disent qu'ils ne veulent pas en entendre parler parce que justement, ça rappelle des souvenirs où c'est plus insidieux quelquefois, ça a été donné aux enfants sans qu'ils s'en aperçoivent.
Ceci dit, aujourd'hui, Paul Molac, on a une vie culturelle très dense, en Bretagne comme dans d'autres régions, mais là encore, je fais un peu de chauvinisme, une vie culturelle avec des écrivains qui écrivent en breton aujourd'hui, ou même en gallo. Ça ne les empêche pas de très bien écrire en français. Alors, je ne donnerai pas de nom parce qu'ils sont nombreux et j'en oublierai forcément. Mais justement, comment se fait-il qu'on oublie aussi ce pan culturel ? Comme je vous dis, c'est une question d'idéologie. Un Français doit parler uniquement français, point. Ou alors s'il parle une langue régionale, il faut surtout qu'il ne parle pas trop et que ce soit dans le milieu familial, mais que ça n'en sorte pas. Et pourtant, de nombreux jeunes reviennent à leur langue de racine, leur langue, je mets du pluriel, de racine. Oui, bien sûr. Oui, il y a des gens qui parlent gallo, il y a des gens qui parlent breton, effectivement, et je crois qu'aujourd'hui, on n'accepte plus ce genre d'idéologie. Et c'est ça qui m'inquiète d'ailleurs, parce que, évidemment, les écoles associatives ne vont pas plier, donc on va avoir des embêtements récurrents. À chaque fois qu'il y aura un inspecteur qui veut mettre tout le monde au pas, etc., donc on aura des problèmes politiques. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je vois les réactions ont été violentes. On l'a vu sur les réseaux sociaux, les mots ont été durs parfois. Les mots ont été très durs et évidemment, on ne peut qu'être inquiet alors que on pouvait faire tranquillement les choses sans énerver tout le monde. Mais évidemment, dans ces cas-là, il faut être à l'écoute de la population et à l'écoute de ce qui se passe. Et pas avoir une idéologie mortifère qui consiste à éradiquer les langues. Alors on voit beaucoup de députés de la majorité présidentielle, LREM, qui ont voté votre loi. Je dis votre loi parce qu'elle porte votre nom, Paul Molac, cette fameuse loi Molac, qui l'ont votée sans état d'âme, de façon tout à fait transpartisane, qui se font aujourd'hui vilipender, attaquer même. Oui, c'est dommage parce qu'ils ont fait le boulot pendant le vote de la loi. Et donc, et je les en remercie. Et là, ils sont desservis en fait par un ministre qui, quel que soit le résultat, j'allais dire, du vote à l'Assemblée, nie ce vote et les met en difficulté. Et moi, je leur conseille tout simplement de lui dire ces 4 vérités, parce que quand comme ça on vous nie et on vous écrase, eh bien, il faut savoir dire non. C'est important. Ce sont des représentants du peuple. Il y a des appels à la démission de ces députés, en tout cas de leur groupe politique, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudrait en arriver là, finalement ? Ça leur appartient, je ne peux pas le dire à leur place, mais ce que je sais, pour avoir fait partie de majorités dans lesquelles je n'étais pas d'accord, je n'ai pas voté la loi, par exemple, sur la carte des régions. Et je l'ai dit publiquement, haut et fort. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était une erreur, et on le sait aujourd'hui, ces grandes régions étaient une erreur. Quand il y a des erreurs faites par le gouvernement, il ne faut pas hésiter à le dire, ça lui rend service, et dans ce cas-là, il faut qu'il revoie sa copie. Est-ce que vous imaginez qu'au plus haut sommet de l'État, on puisse à un moment ou à un autre dire bon, stop, on arrête la polémique dans un pays déjà très fragmenté, un pays qui a des difficultés, si on y ajoute aussi la crise économique qui découle de la crise sanitaire et de la crise sociale, donc ça fait beaucoup de choses. Vous me direz les langues, voilà, c'est peut-être pas le plus urgent pour les Français, mais c'est quand même important. Justement, et qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Imaginons que demain, le président de la République vienne voir Paul Molac, qu'est-ce que vous lui dites ? Les langues, c'est facile à régler. C'est pas très compliqué. Et là, si le ministre de l'Éducation nationale n'avait pas joué la montre et joué un recours, ce serait déjà fini. C'est-à-dire que c'est lui qui met tout le monde en difficulté. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je ne sais pas si le président de la République est conscient de cela, mais il ferait bien de l'être. Je remarque que Loïc Chenet-Girard en a déjà appelé à lui, et ça va continuer, parce que je pense que les autres présidents de région vont le faire également. Et je lui dirais, écoutez, maintenant, puisque c'est votre ministre de l'Éducation nationale qui a créé la crise où nous sommes aujourd'hui, il ne reste plus qu'à changer l'article 2 de la Constitution pour réintégrer les langues régionales, et vous avez le temps de le faire. Alors on a vu aussi des partisans de Jean-Michel Blanquer s'exprimer sur les réseaux sociaux avec des mots très durs aussi, dans l'autre sens cette fois-ci, en disant oui mais enfin ces histoires de langue c'est du communautarisme. Le mot est fort. Alors, est-ce que il faut se poser la question, qui est communautaire ? Parce que moi, je parle français là.
Donc il n'y a pas de problème. Dans ma vie courante, je parle plus français que gallo ou breton. On est bien d'accord. Vous êtes trilingue, je le dis pour nos auditeurs. Je suis trilingue, donc je ne suis pas communautariste. Je ne l'ai pas senti comme ça. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un communautarisme d'État par la haute fonction publique et par ceux qui détiennent le pouvoir à Paris. Ça, c'est du communautarisme d'État, on pourrait dire jacobin. Et est-ce que c'est pas celui-là qui est le plus dangereux pour notre pays ? Parce que il développe en fait le ressentiment des citoyens contre une politique d'État, et ça, c'est toujours dangereux. La question pourrait être tranchée aussi lors de ces élections régionales. Alors, pour être tout à fait honnête avec les auditeurs, vous soutenez Loïc Chenet-Girard, hein, vous êtes sur sa liste, donc la Bretagne avec Loïc. Mais même si ce matin vous êtes invité en tant que député et porteur de cette loi Molac, Paul Molac, est-ce que demain en Bretagne, si la région revenait à Loïc Chenet-Girard par exemple, on pourrait imaginer avoir une région plus forte en termes de langue? C'est déjà assez important, la région s'implique beaucoup, hein. En termes de langue et en termes de culture régionale, alors avec le retour, j'allais dire, de Nantes en Bretagne, aussi on n'a pas parlé, mais c'est aussi un autre sujet assez important. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Bretagne, Loïc Chenet-Girard a parlé de laboratoire plusieurs fois, puisse être ce laboratoire démocratique, linguistique et non communautaire? C'est ce que nous voulons faire. Parce que, pourquoi je soutiens Loïc ? Parce que dans ce que j'ai défendu à l'Assemblée nationale, j'ai toujours eu son soutien. Sur le forfait scolaire, c'est lui qui a dégainé le premier. Dans le vote de la loi, c'est lui qui a convaincu l'ARF, l'Association des régions de France, de dire publiquement qu'elle soutenait ma loi. Et l'ARF s'est d'ailleurs exprimée en disant que c'était une bêtise d'avoir recalé l'immersion. Donc, si vous voulez, on travaille ensemble dans un pays où la loi ne nous favorise pas, il faut bien le dire, mais là, quelque part, c'est une déclaration de guerre, ce qu'a fait Blanquer. Et donc, il va falloir qu'on trouve des solutions. Ici en Bretagne, si demain on avait une assemblée de Bretagne, par exemple, est-ce que les pouvoirs seraient plus importants pour justement, alors je ne vais pas dire valider la loi, puisqu'au niveau national c'est compliqué, mais en tout cas pour peser plus lourd, pour peut-être même imposer quelque part que ce soit reconnu. Je parle bien de reconnaissance. Alors, l'Assemblée de Bretagne ne ferait aujourd'hui que prendre les compétences de la région et des départements. Rien de plus. Or, évidemment, il nous faut plus. Et donc, ce sont des pouvoirs qui doivent être délégués à partir de l'État. L'Assemblée de Bretagne, si c'est juste pour rester comme on est, ça peut être un leurre. Ce qu'il nous faut, c'est bien sûr du pouvoir qui nous soit dévolu à partir de Paris. C'est-à-dire que là, faire l'Assemblée de Bretagne simplement, ça ne fait pas de la France un État où les régions ont plus de pouvoir. Donner plus de pouvoir aux régions, on peut imaginer une forme de fédéralisme dans les années à venir? Écoutez, moi je pense que si la France ne se fédéralise pas, elle risque de s'encrouter et de se scléroser sur elle-même. Parce que je vois bien ce qui se passe à Paris, où on a des gens qui font de la norme de plus en plus, et on n'arrive pas à appliquer cette norme localement. Si on continue comme ça, je crains fortement qu'il y ait un gouffre entre l'État, la façon dont on administre, et le citoyen. On le voit bien aujourd'hui. Il y a une grande défiance, finalement. Il y a une énorme défiance, d'une part, et il y a aussi de plus en plus de votes extrêmes. Ça doit nous interroger. Et nous avons un problème de gestion administrative. Ce problème de gestion administrative, il ne peut être réglé qu'en donnant du pouvoir localement. Mais là, faut-il encore pouvoir obtenir ce pouvoir local? Oui, et ce que je regrette, si vous voulez, avec l'expérience qu'on a eue à partir de 2017, c'est que c'était prévu. Il y avait les logiques ascendantes, etc. Et de logique ascendante, on n'a rien vu. Au contraire, on a vu une recentralisation, avec un pouvoir des préfets accru. Il paraît qu'on va supprimer les préfets. Je me demande comment on va faire avec tous les pouvoirs qu'on leur a donnés, Donc, il y a plein de choses qui sont totalement contradictoires comme ça. Alors, Paul Molac, vous connaissez un peu, vous êtes un éternel optimiste. Vous allez retourner au charbon, si j'ose dire, pour cette loi. Vous allez essayer de contourner un peu l'État central? De toute façon, il faut le pousser à la faute. Quelque part, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui.
Il a été poussé à la faute et il est allé bien trop loin. Mhm. Pour les élections régionales, est-ce que la région Bretagne, si là encore, je reviens à une forme plus politique, on a vu d'ailleurs que les députés avaient été très transpartisans, et en tout cas tous les soutiens de ces langues de Bretagne et plus largement françaises avaient été très transpartisans. Est-ce que demain la région devra là aussi peser plus lourd sur cet acquis culturel et cet acquis aussi linguistique ? Je crains qu'avec ce qui vient d'être dit par le Conseil constitutionnel, il ne faille qu'à un moment donné, nous désobéissions. C'est-à-dire que nous prenons des initiatives qui sera contre la loi. Il faudra s'y tenir. Parce que je ne vois pas comment nous pourrons fonctionner autrement. Donc, une forme de désobéissance régionale, si j'ose dire. Et de désobéissance civile, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas, on ne va pas comme ça tirer un trait sur les écoles associatives comme veut le faire Blanquer. Ce n'est pas possible. On voit, et je vais terminer là-dessus, Paul Molac, parce qu'on va dépasser un petit peu le temps. Je vais me faire tirer les oreilles par notre réalisateur, qui ne parle pas breton, mais qui comprend bien le français. Paul Molac, plus sérieusement, on voit qu'il y a une appétence des jeunes pour les langues, là encore, la langue bretonne, le gallo. Est-ce que ça peut faire la différence, cette jeunesse ? Écoutez, on le verra samedi entre autres, mais oui, elle sera là. J'étais au départ de l'arrêt d'ADEC et il y avait toute une jeunesse qui était là pour courir et pour dire leur envie de langue bretonne et leur envie de vivre dans un pays qui soit ouvert et ouvert aux différentes cultures. Je crois que c'est important parce que là, on voit bien qu'on a comme je disais, c'est un renfermement sur l'idée française du 19e siècle. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Ce n'est plus possible. C'est un communautarisme étatique. Et ça, je veux dire, une société qui se sclérose comme ça, qui refuse d'évoluer, qui refuse de voir les évolutions, ça ne peut pas durer. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Paul Molac. On va suivre évidemment le dossier, vous pensez bien, à Bretagne 5 et on poursuivra la conversation forcément. Paul Molac, merci infiniment d'être venu en ce mardi dans les studios de la matinale de Bretagne 5 pour discuter, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé autour de la loi qui porte votre nom. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis Kenavo. Bonne journée à tous et puis tous à Guingamp, samedi prochain, pour défendre la langue bretonne et pour défendre Diwan. Voilà, eh bien écoutez, le message est passé. Merci infiniment Paul Molac. À très bientôt. Allez, à la prochaine. À la prochaine. Kenavo. Kenavo. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.